lancer l'œuvre et on va voir si c'est exactement la même chose ou s'il propose complètement autre chose. C'est une expérience, parce que là, c'est duré comme ça très longtemps. Il y a un processus. On fait juste l'expérience ensemble, donc j'ai coupé l'algorithme. Alors là, j'ai quand même, pour les étudiants, j'ai quand même un petit peu interagi avec l'algorithme, c'est-à-dire il me propose des choses, et à l'intérieur du cheminement de l'algorithme, je peux interagir en rajoutant des choses, en contrariant, voire en faisant même disparaître l'aspect automatique pour le reprendre, ainsi de suite. Maintenant, donc, on va réécouter une autre proposition, on va voir si c'est un peu la même, ou si il est un petit peu d'humeur différente. Voyons. Donc j'appuie sur Start. Sachant que dans ce processus, je n'ai pas voulu ni de début ni de fin, c'est un processus qui se veut comme ça infini et qui peut répondre même à des installations misérales. Alors donc, encore une fois, une petite présentation sur le labyrinthe de temps. Donc, le labyrinthe de temps, c'est une œuvre d'une grande échelle, une œuvre qui a été pendant les 10 dernières années en train de se développer et en fait une œuvre infinie qui est toujours en devenir et qui est toujours en train de se développer, en développement permanent. Donc, c'est très difficile de savoir quand le labyrinthe de temps s'est commencé exactement. Une œuvre polyartistique dans le sens qu'il crée des liens entre différents différents médiums de l'art, de danse, musique, art dramatique, performance et art numérique, et un art qui est complètement basé sur les dernières technologies possibles et en liaison directe avec les institutions, la pédagogie. Et donc, je voudrais vous rappeler de Bluebird qui a été créé en 2007. Est-ce qu'on peut le considérer comme le point de départ de labyrinthe de temps? Et en termes généraux, je voudrais savoir comment l'idée de labyrinthe s'est commencée pour vous. Probablement que j'ai situé le démarrage de cette œuvre, je crois qu'on a utilisé le terme de monumental en référence aux arts plastiques. C'est vrai qu'on dépasse le cadre d'une écriture un peu habituelle, d'une œuvre sur un mois, 2 mois ou même une année. Et du coup, j'ai intégré j'ai situé le démarrage en effet de l'œuvre à partir de cette date-là parce qu'il y a l'apport de l'image en fait. Et je vais vous raconter une anecdote un petit peu particulière, c'est que j'avais rencontré un peintre qui travaillait sur une chose un peu particulière, c'est qu'il projetait des faisceaux lumineux de couleurs primaires sur des peintures, et tout ça modifiait en fait une peinture qui pouvait être traditionnelle, mais simplement avec des éclairages différents de faisceaux de lumière. Il orientait différemment donc, les formes, enfin il recréait des formes, on pourrait dire, de sa même peinture. Et bon, ça m'a donné envie, je sais pas, parce que je n'avais pas vraiment envie de travailler en fait avec l'image, pour tout dire. Et j'ai toujours pas vraiment envie de travailler avec l'image, mais je le fais. Donc premièrement c'était le son et après l'image oui, le son de par ma formation, mais l'image, voilà, ça a été le point de départ de l'intégration de l'image. Et pourquoi vous l'avez nommé labyrinthe du temps? En référence au temps, parce qu'un musicien, un artiste écrit, crée du temps en fait, d'une certaine manière, crée du temps, des espaces et des temps. Et le labyrinthe, pour cette notion de perdition. Un artiste, il n'est jamais sûr de l'endroit où il est. Enfin, il me semble-t-il que le propre de l'artiste, c'est d'être capable de se perdre. Et de penser que se perdre, c'est une vraie valeur.
Alors, donc on revient un peu sur les aspects conceptuels, philosophiques et esthétiques de Labyrinthe de temps. Il faut savoir que scène de création de cette œuvre, il y avait toujours une dialectique entre hasard et déterminisme. Et donc, il y a des processus algorithmiques qui créent en temps réel des procès aléatoires qui gèrent le hasard. Il y a donc une esthétique de chaos qu'on entend toujours dans le labyrinthe de temps. Il faut savoir que dans le labyrinthe de temps, il y a deux types différents de création. Il y a les cycles et les satellites. Les satellites sont les œuvres indépendantes qui sont créées chacun par soi et ils sont moins grands. Et les cycles sont les grandes œuvres qui ont été créées en travaillant sur le matériel qui existe dans les satellites. Mais en fait, imaginez par exemple des images, des gestes, des formes, des sons qu'ils ont été prises, qu'ils ont été dilatés, contractés, superposés, imbriqués. Et on entend, il y a en même temps un jeu mémoriel de ce qu'on avait entendu. Et là, on est en train de le re-entendre dans les différentes échelles. Il y a dans les échelles microscopiques les mêmes relations qui sont peut-être qui ne sont pas possibles de percevoir. Dans l'échelle cosmologique, l'échelle de notre monde, ce qu'on peut comprendre, et l'échelle macroscopique qui est en fait la grande forme de labyrinthe de temps. En général, cette grande forme, il est une forme imprévisible parce que c'est toujours organisé par chaos, par non-répétition, et imprévisibilisé. Donc finalement, cette grande forme, il est toujours flexible et en train de développer. Donc imaginez une atmosphère dans laquelle il y a des tableaux virtuels de synthèse d'images, des sculptures numériques, de la danse et de la musique aussi. Ça c'est en fait l'environnement, ça c'est l'univers que nous donne le labyrinthe de temps. Alors, la question suivante, c'est est-ce qu'on pourrait considérer la labyrinthe de temps comme une œuvre d'art d'un nouveau genre? Il faudrait demander au public déjà par rapport à ce qu'on a pu décrire, si on veut faire participer par exemple le public, qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que c'est une œuvre habituelle ou est-ce que ça vous semble un petit peu commun ou je sais pas? Oui, simplement on peut essayer de comparer avec la notion classique qu'on a de l'œuvre d'art. Qu'est-ce qui est différent ici? Qu'est-ce qu'on trouve qui est différent? Mais déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si on va écouter encore une fois l'extrait qu'on vient d'écouter, ça serait complètement autre chose. Et ça, c'est déjà une grande différence, je pense, dans une œuvre qui n'est pas définie, qui est complètement flexible. Si on commence à le réécouter, ça serait complètement autre chose. Peut-être ça pourrait être. Oui, c'est intéressant. Et je rajouterais c'est pas qu'elle n'est pas définie, c'est-à-dire le fait de la définir, on la définit dans l'indéfinissable, dans le sens où elle ne peut pas être reproduite. C'est propre d'une certaine manière des problématiques probabilistes, vous savez, qui sont contraires aux problématiques de type déterministe. Mais il y a bien un objet. L'objectif, c'est en effet qu'elles ne se reproduisent pas constamment de la même manière. Alors, est-ce qu'il y a une différence ici entre le concept d'hasard, on est dans le labyrinthe de temps, avec celui des années 60, le concept d'hasard qu'on avait chez les compositeurs dans les années 60? Vaste question, mais je ne sais pas si cette question... c'est une question un peu compliquée et complexe, parce que le hasard dans les années... Combien vous dites? 50 60 il est pluriel, comme vous savez. Il y a le hasard, par exemple, stochastique, c'est Xenakis, qui est un compositeur qui écrit avec des règles mathématiques et justement probabilistes, qui a inventé un courant musical qui s'appelle la musique stochastique. Il y a le hasard chez Cage, qui est né des années 50, pile, on le situe en musicologie, où là on jette des dés et puis on tire des notes et des actions musicales, en relation avec des traditions d'ailleurs anciennes, comme la Chine ancienne, et ainsi de suite. Après, il y a le hasard plus combiné bien sûr, de 1957, c'est Boulez et Karl Stockhausen, avec des pièces qui sont écrites, mais simplement on peut permuter les fragments de pièces. Donc on appelle ça l'ouverture de la forme. C'est comme un objet un peu mobile, comme ça, mais à l'intérieur c'est complètement fixe. Alors, pour moi, la question est très vaste.
Puis est-ce que c'est une pièce qui est faite sur cette notion totale de hasard? C'est pas comme ça que ça s'inscrit, me semble-t-il. C'est une dialectique entre des choses préfixées, des choses mises en relation et des choses hasardeuses. Et dans cette double dialectique, il y a le fait d'introduire une notion de création en temps réel. Oui, ça, je pense que c'est singulier à notre époque, pour tout vous raconter. Mais je peux peut-être me tromper, hein. Je n'ai pas la science infuse ni la connaissance historique suffisante du temps présent pour y répondre très clairement. Alors, en fait, la question suivante, c'est que comment le labyrinthe pourrait éviter d'être tout et n'importe quoi en même temps. Ça veut dire que quel type de matériau pourrait être hétérogène pour le labyrinthe? Eh bien, le matériau hétérogène. Car en additionnant de l'hétérogénéité, on ne fait que de l'homogénéisation ou de l'homogénéité. Alors je vais traduire différemment pour les petits, c'est-à-dire si on essaie tout le temps d'être différent, eh bien finalement on est pareil. Et c'est justement, c'est ça qui est compliqué, de faire toujours une action différente, de parler toujours différemment avec les nuances. Eh bien si on fait ça parfaitement, ça ne fait faire que de la répétition en fait. Et c'est tout le problème de l'ordinateur, quand on demande à un ordinateur avec un algorithme de faire des choses qui ne se répètent pas, il est capable, hein, mathématiquement, il y a des modèles, on le sait, hein. Mais simplement le fait même, nous, musicalement, d'entendre cette non-répétition, ce principe de non-répétition réitérée, va nous formuler, pour nous artistes, en tout cas, une notion totale de répétition qu'on va entendre au bout de 2 minutes, et musicalement, enfin de 2 secondes, musicalement, c'est pas forcément ce qui est intéressant, parce que, pour le coup, c'est très répétitif de mettre un random d'ordinateur sur les paramètres du son. Bon, on avait parlé des échelles différentes, parce que une forme, un son, une image pourrait être contracté dans une grande échelle, pourrait être contracté et dilaté, contracté dans une très petite échelle. Donc, pourriez-vous expliquer un peu le lien qu'il y a entre ce microcosme et le macrocosme de labyrinthe? Comment? Oui. C'est-à-dire, sans 3 mois d'installation, je ne vois pas comment on peut comprendre la notion labyrinthique, des mémoires fragmentées, des mémoires qui ressurgissent. Ne regardez pas comme ça, vous m'impressionnez. Parce que, oui, je pensais à une autre question que... Oui, je vais poser un peu plus tard. Oui. Alors, merci. Et donc, on revient à l'aspect technique de labyrinthe. Donc, on sait bien qu'on est devant une œuvre qui est complètement créée avec la technologie et avec, en fait, la technologie numérique. Quel est le lien entre cet aspect technologique, les possibilités technologiques et l'imaginaire de labyrinthe? Ça veut dire comment la technologie a aidé de pousser un peu plus loin cet imaginaire. Ça, c'est une question importante sur laquelle aussi on peut avoir des positionnements différents. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent on est artiste, on est compositeur, on est créateur, moi je suis libre, je crée avec ce que je veux. Donc en l'occurrence, si on repense à l'échelle du temps, de l'évolution du temps, comme ferait Michel Serres, on se dit que l'homme préhistorique aurait les mêmes moyens de création que, par exemple, à l'époque de l'écriture, la naissance de l'écriture, ou de l'imprimerie plus tard, ou la troisième révolution constatée par Michel Serres, les nouvelles technologies. En fait, pas du tout, bien évidemment. Entre le fait d'inscrire des signes sur une pierre, le fait de pouvoir les écrire à la plume, le fait de pouvoir utiliser l'ordinateur, modifie votre imaginaire et la puissance de votre imaginaire. Il n'y a pas d'autre débat, c'est un constat. Tous ceux qui parlent de faire l'ancien avec du nouveau en se battant, est-ce que je fais de la nuit? Non, l'outil, et notamment l'outil technologique, participe au fait qu'on pense différemment, on vit différemment, on appréhende la notion d'information différemment, comme dirait Michel Serres, là aussi, il y a une notion d'externalisation des connaissances et la rupture de la distance qui fait qu'aujourd'hui, on peut appréhender toute forme d'œuvre, par exemple, sans se déplacer, comme le type d'information, c'est-à-dire on annule les distances. Bon, bien sûr que ça modifie l'imaginaire. Un compositeur qui compose et qui n'a pas pensé qu'il peut composer par réseau, par exemple, en annulant la notion de distance, c'est comme si un peu il vivait à une époque un peu différente. Pourquoi pas, après tout, c'est le choix.
Alors, donc, on revient un peu aux aspects économiques et sociologiques de cette œuvre parce que Labyrinthe du temps montre des possibilités d'évoluer les contextes de création aussi, les contextes sociaux et économiques de création. On est devant une œuvre modulaire qui pourrait s'adapter à tous les types d'événements, tous les types de budgets, de lieux. C'est complètement flexible dans ce terme. Disons que déjà il a créé plusieurs collaborations internationales différentes dans le domaine de recherche, les recherches qui ont été faites sur le labyrinthe. Si on nous rappelle encore une fois de la relation qui était entre les cycles et les satellites, et on voit bien qu'il y a en fait un terme qui pourrait très bien expliquer tout ça, c'est le terme d'une relation rhizomatique qu'on trouve dans la nouvelle philosophie chez Deleuze et Guattari, en contradiction avec le racine où tous sont en fait, il y a une hiérarchie et il y a un ordre par subordination d'informations. Dans un système rhizomatique, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas une racine. Les différentes parties sont chacun indépendamment liées à la source. Et donc ici on voit la relation qui a été entre les satellites. Je crois qu'on pourrait l'interpréter comme ça. Il y a une relation entre les différents satellites, les cycles qui sont créés par rapport aux satellites, et on trouve la même relation entre les collaborations qui se passent entre les différentes personnes dans le domaine de recherche, comment pourrait un mathématicien aider à pousser l'algorithme, et comment pourrait un musicien donner des idées de mathématiques. Et voilà. Donc ça c'est juste un petit point sur les possibilités sociologiques de labyrinthe du temps. Alors, ma question d'abord, c'est que est-ce que le labyrinthe du temps pourrait être financièrement indépendant des institutions, des subventions, dans un terme de pouvoir? Dans un terme de pouvoir dans un mode, est-ce qu'il peut rester indépendant de pouvoir? Alors là, je vois des nationalités très différentes et des pays qui sont très très différents, avec des historiques justement très différents. Je pense en relation à la question politique, à la question du pouvoir et la question aussi de l'artiste dans ces contextes. D'une certaine manière, l'art, je crois, est à la marge du pouvoir. Je ne crois pas à un art qui serve l'idée d'un pouvoir. Alors dire qu'il est contre, je ne sais pas si c'est une véritable signification, je ne suis pas sûr que l'artiste souhaite être contre quelque chose. Mais la marge, oui. Et du coup, il faut trouver les moyens d'exister dans ces marges. C'est pas je ne crois pas à une institution qui crée l'invention, qui crée l'originalité, qui crée le désir de prendre des risques. Ça, j'y crois pas vraiment. Alors, il y a des situations où on favorise ces contextes-là. D'une certaine manière, comme vous savez, l'artiste a son projet et son projet se nourrit des autres projets. Mais on n'a pas à lui dicter quoi que ce soit. Et d'une autre manière, s'il n'entend pas les autres, il ne crée pas. Et ça, c'est pas l'institution. L'institution a le devoir, je dirais, de normer, de cadrer, voilà. L'artiste, c'est un peu autre chose. Enfin, je sais pas, dans le labyrinthe, c'est comme ça que ça s'exprime. Ma question, c'était un peu trop philosophique, c'est très général. Mais justement. Mais n'hésitez pas à reprendre à me corriger. Oui. Est-ce que le labyrinthe pourrait faire partie d'une économie plus libérale que liée à l'État? Pour moi, je vous ai un peu répondu, dans le sens tout ça s'imbrique et d'une certaine manière est rhizomatique. Mais sans la volonté de personne pour le faire, les choses ne se feront pas. D'accord. L'autre question, c'est que vous avez resté toujours en relation avec la pédagogie et vous avez créé des œuvres dans le cadre de Labyrinthe du temps en lien avec la pédagogie. Qu'est-ce qui est l'intérêt de rester dans ce cas?
L'intérêt, c'est de dire aujourd'hui, il faut cesser de penser l'enseignement comme des choses séparées dans des petites cases où il y a les petits grands-pères, les petits vieux qui sont dans une case, les petits jeunes là qui sont dans une autre case, l'astrophysicien qui est dans sa petite case, et Père Hellman qui est avec sa mère dans une autre petite case. Il faut que ça cesse ce monde-là. Et il faut que l'enseignement, que les pratiques économiques se réunissent pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est-à-dire moi j'ai écrit une pièce en collaboration avec l'IRCAM là pour le coup, sur Antescofo, qui est un suiveur automatisé, c'est-à-dire on joue du corps et c'est l'ordinateur qui sait où on en est dans la partition via un programme qui a été développé par l'IRCAM. Bon, c'est un tout petit qui a joué, qui avait 7 ans et qui joue avec un dispositif comme ça, avec un chercheur de l'IRCAM. C'est capital pour moi. Sachant que plus, je dirais, on va dans des milieux difficiles, même en France, dans des zones prioritaires en termes d'éducation, plus j'allais dire il faut des très hauts niveaux de compétences, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Et l'idée, c'est de faire en sorte qu'on soit tous réunis, c'est-à-dire d'une certaine manière, il n'y a pas d'étudiants, il n'y a pas d'enseignants. Un enseignant est toujours, bien sûr, en recherche, et les étudiants après nos enseignants. Alors donc, on a revenu un peu sur l'aspect des recherches qu'ils ont été sur le labyrinthe. Vous regardez un petit peu le timing pour le public. Je veux pas trop. C'est vrai que ça fait. Peut-être vous allez formuler une sorte de. Non, il n'y a pas de grande question. Peut-être je vais. C'est dommage, il n'y a pas une grande question à la fin. Non, ça dépend de temps en fait. Non. Pour les recherches, en fait, il y avait une collaboration que vous avez fait avec le mathématicien Christophe Muron, si je ne me trompe pas. Oui. Vous avez fait, vous avez travaillé sur la notion de labyrinthe, qui est comme un espace fibré sur les objets sonores, et en considérant le temps, on peut imaginer un espace-temps. Et je voudrais savoir, parce que l'espace-temps, c'est un concept qu'on considère dans la nouvelle physique, dans les mathématiques. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est compréhensible au niveau de perception pour ceux qui écoutent? Est-ce que c'est compréhensible Mais le labyrinthe n'est pas compréhensible. Le labyrinthe, c'est, vous voyez, des clics, éventuellement une réalisation à l'ordinateur, mais c'est aussi la capacité de s'évader dans de l'immatériel et dans du conceptuel. Et moi, quand j'entends vos pièces, les étudiants, ou quand j'entends des œuvres musicales, j'entends des concepts. Ça résonne comment en termes de concepts. Le labyrinthe, c'est aussi ça, c'est envisager des portes conceptuelles. Et là, il n'y a pas de fragmentation, il y a une continuité. Après, pour en parler à un public, c'est peut-être il faudra inviter aussi les chercheurs. Ce serait très intéressant parce qu'ils pourraient parler de manière plus intéressante que moi. Enfin, moi, je suis chercheur aussi, mais en sciences humaines. Oui. Et vous avez fait une collaboration aussi avec Louis Bigot, qui est un informaticien, je crois, sur les séries, les séries d'intervalles choisis dans une octave en zigzag, qui sont mises en relation, qui sont imbriquées dans une série de micro-intervalles. Est-ce que vous pourriez ouvrir un peu plus ce sujet et surtout, est-ce qu'on pourrait considérer ça comme une réouverture sur l'écriture sérielle? Est-ce que ça pourrait évoquer encore Oui, alors, tout simplement pour dire, mais je crois que ça va être une forme de conclusion, ou si vous avez après une phrase à dire, mais que l'écriture musicale, l'écriture artistique, ou l'écriture des formes, l'écriture des lumières, c'est par exemple des calculs de distance. Par exemple, on a une distance ici. Dans les hauteurs de son, il y a des distances. Dans la lumière, on peut calculer des distances. Et ces distances, elles peuvent se réinventer par le biais de la puissance de ceux qui travaillent dans l'aspect symbolique et conceptuel. Et le musicien est assez dépourvu pour travailler. Il travaille un petit peu avec ses moyens, mais si l'artiste, c'est simplement de créer ce qu'il entend, comme dirait Pavlov, ça ne va pas aller très loin. C'est-à-dire que là, on va reproduire. Donc l'intérêt, c'est d'aller au-delà de ce qu'on entend pour tenter d'aller sur des territoires inconnus. Ce sera peut-être ma forme de conclusion avec une phrase peut-être que... Et je dirais que, et pour nous tous, notre recherche, elle est intéressante que si elle aboutit dans un ailleurs qu'on n'envisage pas. Si on envisage l'ailleurs, si on sait ce que ça donne, si on sait où on va, si
moi, ça me semble assez paradoxal par rapport, en tout cas, nous, à notre position, qui est bien quand même le fait de créer et d'inventer, enfin, c'est la définition même du compositeur, c'est pas de recopier. Voilà. Merci beaucoup, Karam, pour toute votre attention et ce travail. Merci à vous aussi.